Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez écouter un podcast un peu particulier. Pour conclure cette première saison, je rencontre Cécilia, la propriétaire de la seule et unique librairie française à Munich. Nous vous proposons une petite sélection de livres à lire pendant vos vacances. Vous noterez le bruit d'ambiance avec de temps à autre le passage d'une tramway ou d'une voiture. L'entrée en matière est elle aussi inhabituelle, car le podcast démarre au milieu de notre conversation. Version officielle, avec cette entrée en matière, vous aurez ainsi l'impression de vous être glissé à côté de nous, telle une petite souris, et cela permet de laisser prendre toute la place au livre. Version officieuse, j'ai eu quelques petits soucis techniques avec le début de l'enregistrement. Ce qu'on s'est dit avant, beaucoup de choses, dont voici quelques bribes. Cécilia a des origines mexicaines et une formation d'astrophysicienne. Elle a beaucoup déménagé, mais surtout, elle a toujours été passionnée par les livres. À Munich, elle a travaillé en tant qu'employée dans la librairie italienne, puis dans la librairie française, située sur la Nordenstrasse. Au moment où celle-ci ferme ses portes, elle décide de franchir le cap, se lancer à son compte. Fin 2016, elle trouve des locaux à 2 pas dans la Georgenstrasse. L'ouverture approche, on est en janvier 2016 et il reste maintenant à trouver des livres. C'est à ce moment que démarre notre enregistrement. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma passionnante conversation avec Cécilia. Comme vous le verrez, elle aime les livres et adore partager ses découvertes. Il y a eu des libraires formidables qui m'ont donné un coup de main en disant « On t'envoie une petite boîte, il faut qu'au moins tu aies une dizaine de livres. » Donc j'ai reçu vraiment les soutiens de la Suisse, de Berlin, et vraiment, ça m'a fait pleurer un peu aussi. Ah oui, ouais, c'était super, vraiment quelque chose de l'aide, des clients qui venaient me voir en disant ça va arriver, bon, au moins on achète une carte postale, vraiment c'était sympa comme tout. Donc on a réussi vraiment, c'était les mois de janvier. Ah d'accord, oui, donc ça a quand même été très rapide. Si vous avez eu les clés en décembre, donc en janvier, mi-janvier, c'est 2 semaines en fait. C'était déjà les premiers livres qui entraient dans les étagères. C'était pas avant un petit choix, des choses comme ça, mais ça commençait à grandir et j'ai eu la chance de aussi inviter quelqu'un à faire une exposition. Donc on a eu une exposition de peinture le mois de décembre et mi-janvier, on a fait vraiment officiel l'ouverture, l'inauguration de la librairie avec des livres. Oui, ce qui était pas mal. C'était pas mal, c'était bien une librairie avec des livres. Et depuis ça a été une aventure. On commence déjà, ça fait 207 mois que je suis ici. Ouais. Ça change un petit peu, même si ça changeait l'adresse, ça change la clientèle, ça change beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque librairie a son petit public, ses petits coups de cœur, que ce n'est pas les coups de cœur dans d'autres librairies ou dans d'autres pays. Et je pense que c'est important de continuer à lutter et garder d'endroits où on a une littérature, une langue qui nous appartient à toute une communauté qu'on a intérêt à... Et donc, juste pour resituer, même si là on va parler beaucoup de la librairie française, de la littérature francophone, il y a aussi une partie espagnole. Ça, vous l'avez amené en même temps que la librairie française ou ça s'est développé après ? Non, l'idée c'était de continuer avec les 2 librairies. Donc, d'accord. C'était dans les mêmes endroits, moitié-moitié, en disant les 2 librairies sont dans la même adresse.
Bon, au fur et à mesure, ça a évolué un petit peu différent, les deux librairies. Une idée, c'était aussi de faire des événements pour amener les gens invités à connaître la librairie et aussi parler pas seulement des librairies, surtout des événements dans une langue, soit si c'était la librairie espagnole, ça doit être l'espagnol, ça peut être des thèmes qui intéressent à la communauté hispanophone, et si c'était du côté de la librairie française, c'était la langue française. Que j'aime bien fêter la francophonie, insister que les Français c'est plus grand que la France. Pour moi c'est important qu'on comprend qu'il y a plusieurs pays des langues officielles françaises, d'autres que c'est pas la première mais aussi on l'utilise, et que dans le monde il faut ajouter des langues. Nous on a plusieurs, il faut en avoir plus. Donc j'aime bien défendre ces petits côtés. Et donc justement là au niveau de votre clientèle, parce que donc on insiste sur le fait que ce soit francophone, vous n'avez pas que des Français, donc j'imagine il y a des gens qui viennent d'un peu des francophiles, ou des gens qui dans un moment de la vie avaient eu contact, ils sont après n'est plus, et maintenant ils sont décidés pourquoi pas je dois commencer, ou je dois les reprendre, ou je vais voyager, c'est bien connaître au moins un minimum des mots pour ne pas être complètement dehors du pays ou de l'endroit. Donc je trouve que ça c'est sympa aussi. Et au niveau de la sélection des livres que vous avez ici, comment se fait le choix ? C'est assez compliqué parce que ça dépend tout de moi. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui pensent qu'avoir une librairie, on est ici, on lit des bouquins et tout se passe bien. Non, derrière, il y a vraiment beaucoup à faire une recherche, connaître bien la littérature, connaître bien à quel niveau, si les mots sont compliqués, si la rédaction c'est facile ou n'est pas facile. Il y a vraiment des auteurs qui sont formidables, mais que c'est lourd, que c'est difficile. Donc c'est à nous de connaître, on ne peut pas tout lire, mais de connaître la plupart et aussi actualiser et connaître la clientèle. Même si dans l'information, une maison d'édition où quelqu'un dit cet livre, c'est les best-sellers, tout le monde l'a lu, il est bien possible que je n'ai pas de clientèle du tout pour les livres. Oui, parce que c'est ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, par exemple, ce qui peut marcher très bien, je sais pas, dans un pays, en France, en Belgique ou ailleurs, ça va pas forcément marcher ici à Munich. Oui, même dans les mêmes pays. La librairie à Berlin, il a une sélection complètement différente que la librairie à Munich. Et on me pose la question, mais si à Berlin, ils sont une dizaine d'exemplaires, ils l'ont bien vendu, et toi, tu ne vends pas. Bon, c'est pas à moi de forcer la clientèle à amener les livres, il faut les lire. Non, on donne des options, et c'est la clientèle qui va... Mais c'est d'apprendre à connaître sa clientèle. Et une chose qu'on n'a pas dite, mais que je trouve intéressante, parce que je sais pas, j'étais peut-être persuadée qu'il y avait plusieurs librairies françaises en Allemagne, mais en fait, c'est pas le cas. Vous me disiez qu'il y en a que 3, c'est ça ? Il y en a 3. Et il y en a 2 à Berlin. En réalité, je parle... Il n'y a qu'une, parce qu'une d'elles, je suis peut-être un petit peu méchante, c'est Galeries Lafayette. Les dames, ils sont formidables, mais c'est Galeries Lafayette. Donc, je suis une librairie indépendante, je sais ce que c'est être une libraire indépendante. Donc, si on a une Galerie Lafayette, je pense que la vie, c'est un petit peu plus facile. Donc, à Berlin, il y a Zadig, Patrick, ça fait, je ne sais pas, plus d'une vingtaine d'années qu'il est là. Il est un libraire formidable, c'est vraiment une grande librairie. Et chapeau ce qu'il a réussi à faire. Et même lui, il a une compétence avec la Galerie Lafayette que ce n'est pas formidable parce qu'ils ont réussi à vendre les livres au même prix qu'en France. Et D'accord. Nous, on a les libraires en Allemagne, on doit payer les 7% d'impôts et les frais d'envoi. Donc même si on essaye de ne pas augmenter, on est coincé. En plus, la remise du libraire, c'est des 20%, 22%. Donc, un livre, si on vend un livre de 8 ou 9 euros, on ne gagne même pas 9 euros. On gagne les 20%, 22%. Donc, avec des remises comme ça, des impôts, des loyers
peut-être à Berlin, c'est moins cher que moi, mais moi, je suis à Munich. Oui. On est vraiment dans une situation très difficile. Donc, la librairie à Berlin, Zadig, il a réussi, lui, vraiment, il a lutté partout, de façon qu'il a réussi un soutien un petit peu plus grand des maisons d'édition, et sa remise, elle est un petit peu plus grande que la mienne. Donc c'est pour ça qu'il peut appliquer exactement le même prix. Parce qu'on allait les faire disparaître avec la politique des... Bon, c'était bien pour la clientèle, mais pour une librairie qui a lutté tellement des années et qu'il a fait tellement d'événements, qu'il a donné une vie culturelle comme lui il a fait, c'était vraiment pas formidable. Les libraires indépendants, nous on travaille plus que les grandes librairies en train de faire des événements, aider les gens, les écouter. C'est vrai, entrer dans un grand magasin, c'est facile, on choisit, on paye et voilà. Mais combien de soutiens on a, quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous donne vraiment les livres dont on a besoin. Oui. Que quand un livre n'arrive pas, je dis pas tant pis, on ne me l'a pas envoyé. J'ai même des moments que je suis en train de, je sais pas si pleurer ou râler quand je suis avec les fournisseurs. Ah, je suis désolée, on l'a oublié. On a oublié quoi? Je parle des choses que j'ai besoin pour des gens que je comprends, où ils vont entrer à l'école, où c'était les cadeaux d'anniversaire de quelqu'un. Je ne peux pas dire à ma clientèle, ah, je suis désolée. Je ne l'ai pas. J'avais promis, il n'arrive pas. Moi, ça me fait mal au cœur, vraiment. Oui, j'imagine. Tout ce que je dois faire de temps en temps pour amener un livre, ça, je ne raconte pas à la clientèle parce qu'ils vont dire... Oui, et puis quand on voit en fait le prix d'un livre et tout, c'est un travail énorme et qui n'est pas forcément récompensé. Mais c'est pour ça que même au niveau des prix, il n'y a pas une énorme différence quand même par rapport au prix français. Donc c'est légèrement plus cher. Mais bon, après, s'il faut aller en France chercher le livre, le ramener, etc. Oui. Donc je dis quand il y a... Parce qu'ils vont... Tout le temps, on a des gens très gentils et des gens qui... je dis, si vous voulez que je descende mes prix, amenez plus de clientèle. Oui. Plus de livres j'amène, ça me coûte moins. Une boîte avec 7 kilos, ça coûte la même chose qu'une boîte avec 10. Et évidemment, si j'amène une trentaine de kilos, ça coûte beaucoup moins cher que 7 kilos. Donc, je peux vraiment offrir plus. Mais évidemment, il faut m'aider à payer les factures parce que, chaque boîte, c'est des factures que je dois payer. Et les livres, il est bien possible que va rester chez moi 3 ans, 4 ans, 5 ans dans mon étagère. C'est important qu'il soit là. Mais j'ai dû payer la facture. Vous avez avancé l'argent, oui. Non, puis le gros avantage qu'il y a à venir ici, moi j'en ai fait l'expérience là aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on a eu un premier contact de façon indirecte, c'est via mon mari, et les livres que je vous ai recommandés à chaque fois, j'ai beaucoup apprécié. C'est des choses vers lesquelles je ne serais peut-être pas allée comme ça. Et moi, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance où, quand j'étais plus petite, on avait un libraire de quartier et ma mère m'emmenait là. Je devais dire, parce que je lisais beaucoup ce que j'avais envie de lire et je repartais avec une dizaine de livres pour tout l'été et puis qui avaient été recommandés par cette personne et qui connaissait exactement tous les livres, mes goûts aussi, et qui s'accompagnait. Et ça, on ne l'a pas quand on commande sur Amazon ou ailleurs, donc c'est l'avantage aussi. Oui, et aussi parce qu'on parle tout le temps, quand on me dit j'achète en internet, la plupart c'est Amazon. Je dis, dans le monde, il faut avoir des options, mais aussi, il faut être conscient à qui on soutient. Donc, il faut regarder ce qu'il y a derrière où on achète, si on est vraiment prêt à soutenir, qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans le monde, il y a des moments on râle en disant on veut un monde écologique, plus faire des choses comme ça, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à lutter pour ça. Ça coûte plus cher faire des choses bien que les faire mal. Oui, souvent. C'est plus difficile faire que ne pas les être. Donc je dis, ici dans la librairie, je ne peux pas dire qu'il y a de l'exploitation parce qu'il n'y a que moi. Donc, vous vous auto-exploitez. Je m'exploite. Mais c'est vrai qu'il y a des moments que je fais des gaffes ou que je suis complètement épuisée. Et ça m'est arrivé que
j'étais pas très gentille une fois avec quelqu'un par téléphone. Elle avait tout à fait raison quand elle m'a dit c'est la première fois qu'on n'est pas assez sympa. Donc oui, peut-être l'idée aujourd'hui, c'était de présenter quelques ouvrages qui peuvent être, comme là on est en pleine période de vacances, qui pourraient convenir à différentes personnes. Et puis on brosse super large. Je sais pas, on peut peut-être commencer par les romans et puis après on finit par les tout petits. Enfin, je vous laisse faire comme vous voulez, puis on verra là où on arrive. D'accord, attends. J'ai besoin de toucher les livres. Ouais. Bon, comme je disais, moi j'aime bien aussi faire connaître la littérature des plusieurs pays francophones. Donc il y a des moments où j'essaye, et j'ai fait vraiment une recherche dans les pays africains ou les pays de l'autre continent. Donc pour moi c'est important et j'ai un bon soutien et contact avec le Québec de temps en temps. C'est la librairie québécoise. Moi, j'ai déjà adopté des mots que j'adore québécois. J'ai des courriels et des pourriels, ça c'est normal, et je vais magasiner parce que je trouve que c'est une langue qui à moi ça m'a donné des choses que je m'identifiais très bien. Et la littérature. J'ai eu de la chance de trouver un contact avec des associations québécoises qui m'ont envoyé un stagiaire de Québec et de temps en temps j'ai des stagiaires québécois ici. Donc on échange des littératures, des idées, mais il y a des auteurs que j'ai bien aimés et que c'est devenu presque je peux dire un best-seller. Oui. Mais best-seller, c'est pas vraiment des best-sellers, mais bon, on vient ici. Et cette petite livre de Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux. Vraiment, c'est un livre que je peux recommander vraiment pour une lecture été. C'est une photographe qui a décidé de se renseigner sur une grande catastrophe au Canada, où il y a vraiment les feux, il a détruit des villages et il cherche les gens qui sont encore vivants, qui maintenant doivent en avoir plus de 81 pour la documentation. Et il trouve vraiment surtout 2 qui habitent à la fin de la forêt, qui sont décidés, c'est isolé, et c'est vraiment un roman pour moi avec pas seulement des mots un petit peu plus sympas, différents de la littérature française, mais aussi une description des villes et de la forêt un petit peu différent. Et oui, parce que ça se passe au Canada. Ouais. Oui, c'est Canada, et c'est l'amitié, une ode à la vie ou à mourir, vraiment très très sympa. Donc ça, c'est un livre que j'adore, je trouve qu'il faut les connaître. Ok, super. Je mettrai de toute façon, à chaque fois je fais un petit résumé sur le site, et je mettrai les références pour qu'on puisse venir vous les demander ici. Dans les nouveautés, un livre que moi ça m'a touchée vraiment, parce que ça... Quand on finit de lire, on dit « Waouh, ça nous laisse quelque chose dans le cœur, un bonheur. » D'accord. C'est celui de Delphine de Vigan, « Les gratitudes ». C'est l'importance de dire merci. Ça nous laisse vraiment réfléchir, même si on peut penser que c'est un livre un petit peu, que ça peut toucher des choses qu'on ne peut pas parler. C'est une dame qui ne maîtrise plus les langues, elle ne peut plus être toute seule parce qu'elle a déjà 90 ans, il faut aller dans une maison de retraite, mais elle a dans son cœur qu'elle n'a pas dit merci à une famille qui l'a aidée. Avec cet âge, on peut comprendre que c'était la guerre. Donc c'est sympa, même il y a des clients qui me disent « Oui, mais la dame, elle est déjà assez âgée, ou elle a une maman dans la même situation ». Les romans, il n'est pas vraiment triste, c'est au contraire. On comprend vraiment l'amitié
et qu'il ne faut pas laisser les choses dans l'air. Dans un moment, il faut reconnaître et dire merci. Donc c'est un roman qui, moi, ça m'a laissé, comme je dis à la fin, je me suis dit, waouh, c'est joli, un bonheur. Moi, je connais de Delphine de Vigan, celui qui est plus ou moins autobiographique sur sa mère. J'ai plus en tête ce que de la maman qu'elle était. Oui, et magnifique livre aussi. À la nuit, que c'est fort. C'est intéressant parce qu'en plus, elle parle qu'il n'y a pas qu'une vérité, c'est chacun vit sa sœur et elles ont vécu les mêmes moments, la même chose, et c'est deux vies, c'est deux choses différentes. Et que c'était fort, vraiment. Oui, non, il est très fort celui-là. Mais bon, celui-là, je l'ai bien aimé. Et je peux, avant de sauter à la littérature que moi, bon, il y a des choses que ça se lit facile, qu'on se plonge, on ne peut pas arrêter. C'est, bon, Joël Dicker. Son premier roman, qui maintenant, il y a des gens qui c'est important de dire que c'est déjà dans les grands écrans, on a fait un film, c'est La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Ouais. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais... Le dernier qu'il est devenu aussi en poche, c'est La disparition de Stéphanie Meyer. Les gens qui ont déjà lu les premiers, ils connaissent que c'est vraiment un roman que quand on pense qu'on a trouvé la solution et qu'on a compris quelque chose, il y a quelque chose que ça nous remet au début et on ne comprend pas. Donc dans les premiers, c'était l'écrivain qui ne peut plus continuer à écrire. Il est à la page blanche, il va chercher son prof et il trouve qu'on pense qu'il a tué quelqu'un, une fille, et il veut l'aider. Et c'est vraiment, même si c'est je ne sais pas combien de pages, mais il est à 800, 900. Mais ça se lit vite. Ça se lit vite et on se plonge dans l'histoire. 850. Et c'est vraiment formidable. Bon. Après, il a fait d'autres livres, mais La disparition de Stéphanie Meyer. Et ça commence aussi, c'est un policiste qui va à la retraite, tandis qu'il était le meilleur, qu'il est 100%... Oui, il a bien réussi sa carrière. Il a bien réussi sa carrière, c'est les 100%. Et la journaliste s'approche, elle dit, écoutez, vous n'êtes pas 100%, vous êtes 99%. Et il pense que, bon, la dame, elle veut se faire intéressante, c'est pas... Il a dit, il y avait quelque chose que vous l'avez devant vous et vous ne l'avez pas vu. Ça intrigue un petit peu, mais il ne fait pas tellement attention, mais il décide qu'il faut qu'elle parle, qu'elle lui montre c'était quoi, qu'elle n'a pas, ou de quoi elle parle. Bah, ça plante une petite graine quoi, dans sa tête. Mais la journaliste, elle disparaît. Donc ça commence comme ça. Vraiment, c'était quoi ? C'est pourquoi il a disparu, c'était qui, et vraiment, ça, c'est formidable. Donc, les gens qui aiment bien, c'est pas un polar, mais ça a le rythme des mystères des polars, il y a des techniques qu'il a utilisées, et c'est vraiment... Et bon, il y a des gens qui connaissent pas l'auteur, Joël Dicker, il est francophone, il est suisse, mais il est francophone. Donc, comme je dis, c'est des pays francophones. Non, mais c'est sa langue d'écriture. C'est sa langue d'écriture, donc bon. Et quoi est-ce qu'on peut faire ? Bon, un classique, je pense que Les mystères de la chambre jaune, parce que c'est vraiment un auteur, Gaston de Leroux, il est né en 1860 quelque chose, non, je ne sais pas si on est... Bon, c'est vraiment... on peut dire que c'est vraiment un classique, parce que c'est le début du siècle, mais vraiment la technique des mystères, de comment il amène son polar, je trouve qu'il faut les connaître. J'aime bien, il y a des expressions qui vont avec le temps, les langues évoluent et on n'utilise pas. Donc quand je l'ai relu, il y avait des choses qui, évidemment, tout de suite, j'ai compris de quoi il parlait, mais ça m'a donné... ça fait du temps que j'avais pas trouvé cette expression, des choses comme ça, donc j'ai bien aimé quand j'ai dû j'ai lu, ça fait pas longtemps, parce qu'un client m'a posé la question, évidemment je pouvais pas dire si c'était facile pour un francophile qui a un niveau B1. Donc c'était un client qui a un niveau B1, il m'a dit, on m'a fait la recommandation, qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment,
je ne peux pas dire tout de suite je vais bien aimer, lisez-les. Donc j'ai repris en disant donnez-moi quelques jours parce qu'il faut que vraiment j'ai évaluer les niveaux et les expressions. Il faut faire attention parce que bon, ça fait partie du métier libraire. Exactement. Donc, même si le français c'est pas ma langue maternelle, il faut que je fasse vraiment attention. Non, puis qu'il soit pas déçu de son achat. Ouais. Sinon, on me dit, j'ai rien compris. Il y a des livres des pays, surtout le Québec, que vraiment, je dis, attention. C'est formidable, mais vous aurez besoin vraiment des... Oui, parce que même un Français qui parle parfaitement français, ça va être compliqué peut-être pour lui. Ouais. Oui, il y a des auteurs que c'est vraiment difficile. Ouais, il y a... Ou, c'est plus subtil les Belges, mais il y a des expressions très belges aussi, je remarque qu'il y a des auteurs ou qui sont vécus à Bruxelles ou qu'ils étaient des Belges, mais c'est plus facile, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, j'ai bien aimé. Ok. Donc, maintenant, je pense que... On fait la transition sur sur la jeunesse, enfin les adolescents. Et en plus, vous me disiez, là, il y avait un livre où, en fait, ça peut être lu par des ados, mais aussi par des adultes. Oui. Maintenant, ça commence à avoir une culture des... Comment dire, c'est pas tout à fait ou dans les genres polaires ou des choses un petit peu, des thèmes, des politiques, des migrations, des guerres, que ça a donné une littérature adolescent, jeunesse, que ça peut bien être lu pour des adultes. Je pense qu'on perçoit des choses différentes quand on a un certain âge, mais que vraiment ça fait un plaisir parce que même si c'est de la fantasy, qu'on soit déjà assez âgé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la fantasy. La fantasy, c'est extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de frontières et n'a pas d'âge. On aime bien se plonger, mais on aime bien aussi être un petit peu critique sur la société, sur les concepts des discriminations. Donc la littérature francophone, surtout dans les moments français, commence à toucher des thèmes que je pense que c'est important pour la situation politique et des migrations, où c'est présent la discrimination, le racisme, la guerre. Et je trouve que c'est très intéressant la façon que les auteurs présentent ou autrices présentent les romans à la jeunesse, et ça donne une sensibilité d'essayer de comprendre qui sont les gens qui habitent à côté de nous. On est dans des pays mélangés, on n'a pas déjà ce secteur qu'on a qui des gens qui viennent d'une famille, d'une nationalité. Donc il faut aussi sensibiliser et comprendre qu'on est dans un pays avec des problèmes et des cultures différentes. Donc Laure Bondou, elle a plusieurs livres, mais Les Temps des miracles, c'est vraiment l'histoire d'un petit jeune homme qui arrive en France avec seulement, il peut dire, je suis français, je suis le citoyen de la République française, ou c'est quelque chose qu'il a pris par cœur, parce qu'il a grandi avec une dame qui l'a expliqué que sa mère était française, qu'il a eu un accident et la guerre, elle est arrivée. Et il parle russe, il voyage dans les pays en train d'échapper de la guerre et il doit l'amener à la frontière française parce qu'il est un citoyen français. Donc les petits gamins, il a grandi avec ça dans sa tête. Il ne peut pas parler la langue, mais il connaît un ou deux mots. Et vraiment, c'est l'histoire de cette dame et ces petits gamins qui doivent être tout le temps réfugiés, chercher où habiter et déménager des pays en guerre
en train de trouver comment arriver au pays de Baudelaire et de la liberté. C'est vraiment très intéressant, c'est touchant et on n'attend jamais la vraie histoire qu'il y a derrière ces deux. C'est vraiment un livre jeunesse, mais je trouve que quand on est adulte, je peux dire que dans un moment, presque on a une petite larme dans ce temps, ça touche beaucoup le cœur et on sensibilise un petit peu, essayer de comprendre. C'est des sujets très actuels en ce moment. Ouais. Je pense que c'est important. Moi, je l'ai bien aimé. D'accord. On a aussi, il y a des moments où la jeunesse, les jeunes ont beaucoup de choses dans la tête. Ça commence l'adolescence, on peut faire beaucoup des sports, des choses. Et on a du mal à se plonger et dire je veux simplement lire. Dans des moments aussi, les milieux d'être branchés dans l'Internet, il y a une vitesse d'information de tout qu'on n'a pas plus de la patience. On a besoin des choses rapides, de l'action, des choses comme ça. Donc il y a des moments que quand les enfants arrêtent un petit peu la lecture, il faut essayer de trouver des livres où il y a plus d'action, même si c'est des traductions, des choses qu'on pense que bon, et c'est pas tellement intéressant, au moins qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose dans la lecture. Oui, d'avoir déjà le plaisir quand même de lire, ou au moins de lire. Quoi. Quand on habite dans plusieurs pays, et c'est pas un pays avec la langue, par exemple, comme l'Allemagne, c'est pas la langue française, il faut faire un effort parce que ça diminue les vocabulaires. Et donc, évidemment, on peut envoyer les enfants apprendre la grammaire, mais je pense que je suis désolée, c'est pas les plus sympas. J'aime bien la grammaire, mais je me vois pas avec 12 ans en train de dire je veux essayer de faire ça toute l'après-midi. Mais un livre, ça donne un vocabulaire, ça donne vraiment. Donc, il faut que moi, on ne laisse pas. Et si on a plusieurs langues, il faut tout le temps continuer à lire dans chaque langue. Si on peut les lire dans la langue originale, c'est mieux que la traduction. Mais il y a des moments que même si c'est une traduction, si ça nous aide à continuer avec la lecture, il faut l'utiliser. Donc, il y a des livres complètement d'action, mais aussi, il y a des livres un petit moitié-moitié, comme Timothée de Fontbelle et Toby Loneliness. Moi, je trouve que c'est aussi une littérature fantastique, mais aussi les adultes, ils peuvent bien les lire. C'est une famille qui doit s'échapper parce que le papa, il est un savant et il connaît un secret. Il s'habite dans un arbre, c'est des êtres complètement millimétriques. Mais c'est quoi les secrets et pourquoi c'est dangereux ou qui a intérêt à s'approprier du secret. Donc, évidemment, comme dans notre société, dans l'arbre, c'est pas la même chose habiter dans un coin de l'arbre que dans d'autres. L'auteur, ça à voir si c'est plus joli, si c'est plus vert, si c'est moins froid, des choses comme ça. Donc, ça fait une description comme dans notre société. D'accord. Où il y a des niveaux. Pas tout le monde a la même chance, des niveaux sociaux, on peut dire. Il y a une histoire d'amour, il y a vraiment une histoire de persécution. Donc, les adolescents peuvent se plonger vraiment dans ces histoires et je trouve que les adultes aussi, ils peuvent partager. Et je pense que si c'est une famille, si les parents ils peuvent lire la même littérature et ils voient d'autres choses, c'est aussi quelque chose pour en parler dans la famille et que ça fait des thèmes assez sympas. Qu'est-ce qu'on a partagé ensemble. Non, donc je trouve que ça fait aussi, dans les moments, c'est important de garder cette communication. On commence à être isolé, les gens habitent tout seuls, les enfants ils sont branchés dans son petit smartphone, iPhone, et ils pensent qu'ils sont beaucoup d'amis parce que tout le monde a cliqué, on dit j'aime bien et on a beaucoup, mais en réalité on est assez isolé. Donc il y a des choses que ça peut retourner un petit peu en contact, recréer un lien, et en plus, comme je dis, on gagne
au niveau langage, au niveau concept des sociétés, des écologies. C'est un roman assez écologie, donc je trouve que c'est bien. Et bon, il y a aussi la littérature pour les tout petits. Ouais. Il y a des auteurs formidables qui sont, bon, tout le monde connaît, Oriane Lallemand avec Les Loups et Edouard Manson avec ses livres. Et bon, la librairie en plus, je dois faire de la publicité parce que j'ai eu de la chance qu'ils étaient avec moi et vraiment, ils ont soutenu la librairie d'une façon formidable. C'est des auteurs bien très connus que vraiment, il faut faire beaucoup pour qu'ils passent dans un pays et qu'ils acceptent de faire une dédicace et des choses comme ça. Et qu'il faut payer ses honoraires. Et vraiment, ils ont été solidaires avec la librairie. Ils ont passé son temps, ils m'ont offert son temps et tout. Son humeur, Voilà. Ok, super. Et je trouve que ça nous a laissé vraiment des moments formidables. Et vous avez un livre en particulier justement à nous recommander ou... Bon, j'avais un que ça m'a fait vraiment rigoler. Bon, Les Loups, je ne dois pas parler parce que tous les enfants connaissent Les Loups et Les Loups, c'est sympa. Je fais aussi, si vous venez à la librairie, vous allez voir que Les Loups de la librairie, il est bavarois. Il a son lederhosen. Okay. C'est unique. Mais bon. Et je bien aimé Roule ma poule. Vraiment, c'est le dernier d'Edouard Manson où il joue beaucoup avec les mots poule, boule, roule. Et comme je dis, quand on aime une langue, on aime les sens. Pour moi, c'est... Bon, les langues, ils sont une tonalité, c'est comme la musique. Donc, les enfants, ils s'adorent répéter, ils apprennent une langue avec des chansons, des choses comme ça. Et la littérature, c'est vraiment... Donc, au niveau des images, l'auteur, il est formidable. C'est des choses assez simples, assez sympas. Et il maîtrise la langue d'une façon formidable, avec un rythme... Bon, j'adore. C'est un livre que je peux lire, relire, même si... Je peux vous avouer, j'ai 60 ans. Je suis vraiment contente de lire l'histoire de la poule. Si c'est une boule et si ça roule. Donc je pense qu'avec ça, bon, on a décidé, bon, on a plus. Mais bon. Et peut-être une dernière question, parce que je vois que vous avez aussi des BD. Ah, oui. Pour les gens qui aiment bien, parce que moi je sais que j'ai un frère par exemple qui ne lit, c'est-à-dire que des BD, donc est-ce qu'on pourrait, je sais pas, en recommander une ou deux? Bon, évidemment, un de mes grands coups de cœur, c'est L'Arabe du futur. Ça, c'est un livre formidable. Évidemment, c'est déjà le numéro 4. Il faut les lire. C'est vraiment des livres avec l'histoire, des biographies. Au niveau des images, j'adore. Je suis vraiment fan de la BD. En Allemagne, il n'y a pas tout à fait une culture BD. Ouais. Ils pensent que ça, c'est du comique et c'est Mickey Mouse. Ça commence, ça fait des années qu'il y a deux personnes qui sont commencées avec les comic festivals. C'est une fois à Munich, une fois à Erlangen. Ils invitent des auteurs de tout le monde. C'est vraiment un festival formidable. Ils ont fait des expositions. Et cette année, c'est la première fois que l'Institut français, il a participé. Oui, c'était en mai ou en juin, je ne sais plus. Oui. Enfin, c'était, ouais. Et c'était vraiment formidable. Les auteurs et autrices françaises, on était à l'Institut. Moi, évidemment, j'ai fait ma petite table de vente chaque fois que je peux. Et évidemment, c'était les maisons d'édition allemandes qui invitent. Donc, la plupart de la clientèle, c'était les Allemands. Et c'était faire présence des livres en allemand. Moi, j'insiste, quand il y a un auteur ou une autrice française, il faut que l'original soit là. Dans les pays, il y a des francophiles, des Français et des Allemands. Donc, la littérature doit être représentée. C'est vraiment important, les traductions. C'est la façon de faire connaître un auteur. On ne peut pas obliger à tout le monde à parler toutes les langues. Bien sûr. Mais
la langue originale, c'est aussi important. Oui, Donc, j'essaye de mettre tout le temps un pied pleurniché qu'on me laisse faire ma table de vente, amener les livres et être présent. Donc, cette année, c'était effectivement, on a passé 3 jours dans l'institut avec des auteurs formidables. Ils ont fait des dédicaces formidables et on a eu la chance de voir les travaux et les expositions de la BD. Donc, il y a ici une étagère qui s'agrandit de temps en temps. Évidemment, Tintin et Astérix, tout le monde connaît. C'est déjà un classique, on lit ça. Les nombrils, c'est un classique pour moi québécois. Donc, il faut que ce soit. D'accord. Et l'arabe du futur, il faut que ce soit présent. Et il y a des... Bon, Jack Tardy, pour moi, c'est les grands. Bon, il y a des gens que j'adore, et même si je n'ai pas encore trouvé la clientèle, ils sont pressants parce que... Voilà, donc il y a des BD, voilà, pour ceux qui cherchent, mais parce que peut-être que les gens ne savent pas, justement. Et pour des enfants aussi, ça commence à être... aussi. Ouais. Bah, je sais que mes filles, moi, elles aiment bien, enfin, elles lisent pas encore, mais en fait, elles adorent regarder les BD, donc... Et il y a des BD historiques, des BD qui sont d'abord avec la recherche du temps perdu. Maintenant, ou l'étranger, c'est un BD, donc ça aide à apprendre une langue. Oui. Vraiment, ça donne beaucoup de quoi parler. Si on fait de l'enseignement avec une image, on peut ajouter pas seulement les textes, on peut parler beaucoup. Et je pense que c'est important de faire connaître que c'est... on dit tout le temps c'est des pays franco-belges, mais honnête, c'est belge-française. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai, c'est la même langue, c'est des pays francophones. Et c'est important. On s'approche de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la bibliothèque ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des événements qui sont prévus pour la rentrée ou... T'as dit pardon, librairie, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la librairie ? Est-ce qu'il y a des événements prévus Non, j'aime bien que tu as dit bibliothèque, parce que bon, j'ai fait aussi... Non, j'aime bien aussi insister qu'il y ait une bibliothèque. D'accord. À l'Institut français, oui. Parce qu'il y a des gens qui disent « je ne peux pas les payer » ou « je ne peux pas » ou « je les amène ». Non, il faut utiliser une bibliothèque. Ça, moi, ça ne me gêne pas. Je comprends, pas tout le monde veut ajouter des livres dans les étagères. Donc, je pense que les librairies et les bibliothèques, on est vraiment dans les mêmes paniers, je peux dire. Il faut s'aider, il faut... C'est complémentaire. C'est complémentaire. Normalement, sur la fin du podcast, je demande toujours un petit peu aux gens s'ils ont des adresses à partager. Donc là, je mettrai, il y a je ne dis pas de bêtises, la bibliothèque française, là, qui est vers l'Englischer-Garten. Oui, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, nous recommander autre chose, peut-être un café où vous aimez bien lire un livre ou un parc ou quelque chose Plutôt qu'un endroit, parce que bon... Comme je t'avais dit un petit peu au début, je suis un petit peu sensible des... Pourquoi on est à Munich ou des choses comme ça. Je trouve que dans chaque endroit où on habite, il y a des choses très typiques qu'il faut en profiter. Je pense que les concepts de Biergarten, moi, ça m'a donné une vue de comment on peut partager un endroit pour manger et qu'on a le droit d'amener sa nourriture. Je ne sais pas si vraiment maintenant, parce qu'il y a d'autres endroits qui commencent à en avoir, mais ça c'était typique Bavière et typique Munich. Donc c'est l'été, je pense que c'est des endroits où on peut vraiment profiter, si on peut s'installer dans un Biergarten. On peut évidemment amener un livre, mais il y a trop de bruit, je ne sais pas. Mais après une lecture, on peut là s'installer et pourquoi pas parler avec d'autres personnes. D'autres personnes, de quoi est-ce qu'on a vu au cinéma ou qu'est-ce qu'on a lu. Parce que aussi, au cinéma, il y a pas mal de films qui sont vraiment faits d'après un livre. Donc, je pense que ça nous donne aussi un petit coin où on peut s'installer et en profiter. Et en plus, on n'a pas de problème si on ne parle pas l'allemand. Parce que là, on peut amener ce qu'on va manger et il ne faut pas se faire des soucis. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose
avant de conclure notre entretien? Bon, que ça serait un plaisir si quelqu'un passe nous voir. Oui. On a dit une fois qu'on ne pouvait pas dire visiter la librairie, qu'il fallait en France dire rendre visite. Mais un Québécois, il m'a dit c'est complètement correct de dire venez visiter la librairie. On visite en place. Donc je ne sais pas, parce que j'insiste, c'est pas ma langue maternelle, si c'est correct ou pas, mais venez visiter. On va le dire pour un musée, mais pourquoi pas. Et puis si en québécois ça marche, voilà, on a des Québécois aussi à Munich, donc voilà. Que c'était correct dans la langue française, qu'on visite un endroit et on rend visite à quelqu'un. Mais je sais pas. Venez. Ok. Bon écoute. Venez, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup Cécilia. Merci et puis à très vite. Bon, merci. Rebonjour. 2-3 petites choses avant de se quitter. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et fait le plein d'idées pour vos prochaines lectures. Pour soutenir Cécilia et la librairie française, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'adresse, Georgenstrasse 43. Vous retrouverez toutes les infos et toutes les notes de l'épisode, comme d'habitude, sur le site dessine-moi-munich toutattaché.com. Pour me soutenir et contribuer à l'existence de ce podcast, une seule chose à faire. Rendez-vous sur Apple Podcasts et laissez-moi un message avec 5 belles étoiles. Vous serez mon héros. Je vous retrouve fin août pour une nouvelle saison. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos suggestions de contenu ou d'invités pour la rentrée. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite pour finir de merveilleuses vacances avec de belles lectures, des moments inoubliables en famille, entre amis et ou dans de nouvelles contrées. Profitez de chaque moment et revenez en pleine forme et plein d'idées. À très vite pour un prochain épisode.